Bonjour, donc voici la correction de l'analyse du TP gravitropisme que vous aviez donc à travailler en classe. On va regarder ensemble les documents que je vais organiser en deux parties. En fait, ces deux parties, c'est ce qu'on vous demande de faire par exemple le jour de vos épreuves écrites. C'est de trouver des parties logiques en ayant un petit peu une vision globale de vos documents. Donc, c'est-à-dire qu'un plan, ça se fait après avoir compris les documents. On les lit, on regarde ce qu'on apprend et on voit finalement quelle partie on traite et comment on va pouvoir expliquer de manière logique la réponse, comment on peut apporter cette réponse au problème de manière logique. Donc là, si vous avez bien regardé vos documents, on peut dire qu'on va avoir en fait deux parties. Ces deux parties, la première, elle va vous permettre d'expliquer comment la racine détecte la gravité. Et ensuite, comment, à partir de cette détection, il y a un mécanisme moléculaire qui se met en place pour entraîner une croissance qui va permettre à la racine de suivre la gravité. Puisque je vous rappelle que le départ de ce raisonnement, c'est le TP qu'on a fait, que vous avez réalisé. Et on a pu voir que dans les résultats, quand on a une racine qui grandit sur un axe au départ qui suit la gravité, quand on tourne cette racine, finalement, cette racine, quand elle va continuer à grandir, elle va suivre de nouveau la gravité, donc elle va tourner dans le sens de la gravité. Donc c'est bien que la racine, elle est capable de détecter la gravité, et ensuite, elle est capable de grandir de manière particulière pour suivre cette gravité. Donc du coup, on pourrait noter que finalement, la problématique qu'on peut en tirer, c'est comment les racines détectent la gravité, puis grandissent de manière à répondre à ce paramètre. Donc ça veut dire que ce qu'on vous demande aussi dans les analyses type bac, c'est d'arriver à problématiser ce travail. Alors souvent on vous propose une problématique, mais qu'il faut que vous arriviez à un petit peu personnaliser et à adapter en fonction aussi de la logique que vous allez proposer dans votre démarche de résolution. Donc ici, deux parties. La première qui sera consacrée à la façon dont la racine détecte la gravité, et une deuxième qui sera consacrée au mécanisme de croissance moléculaire de cette racine. Donc on commence par la première partie, la détection de la gravité. Cette détection de la gravité, elle est expliquée par 4 documents, le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc on va étudier ces différents documents. Je les ai mis dans l'ordre qui me paraissait le plus logique dans le raisonnement. Donc à vous aussi de faire ce travail dans l'analyse de doc. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une lecture linéaire des documents. On peut déjà pas les mettre dans l'ordre dans lesquels ils sont présentés. On peut aussi utiliser une partie d'un doc à un endroit, une partie d'un doc à un autre endroit du même doc. Donc il faut que le tout ce soit logique. Donc ici, ce premier document, qu'est-ce qu'on a? On a donc l'observation de cellules, vous les voyez ici, on les a représentées. C'est-à-dire que là, vous avez d'abord un schéma interprétatif. N pour le noyau. AM, qu'est-ce que c'est? C'est les petites boules qu'on voit à l'intérieur. En fait, on vous dit, les légendes sont ici. AM, c'est les amyloplasmes. CW, c'est la paroi. N, c'est le noyau. Et ER, on vous dit qu'il y a un réticulum endoplasmique. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais parfois, il y a des éléments des documents qui vous seront notés, que vous ne connaîtrez pas, mais qui ne seront peut-être pas forcément problématiques pour la compréhension. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit dans le schéma? Donc les amyloplasmes ici, sont en bas de la cellule. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces différents éléments? On voit qu'il y a des temps différents. 9 secondes, 120 secondes, 210 secondes, 546 secondes. Donc avec l'élément, on vous dit quoi? On dit qu'à l'extrémité des racines des plantes se trouvent des cellules particulières qui sont riches en amyloplasmes, qui sont des organiques qui stockent l'amidon. Une racine est placée à la verticale et l'on observe l'une de ces cellules. Photographie, c'est schématisé en D. Donc là, on a la gravité qui est représentée par la petite flèche ici, voilà. La cellule du coup de la racine qu'on observe, on voit les amyloplastes ici,
en bout de cellule avec le schéma. Et puis ensuite, on pivote la racine à 90 degrés. Donc on la fait tourner, on voit ici dans le schéma E, l'angle de retournement. La gravité, hop, elle va rester, elle est ici la gravité, pardon, ça c'est le sens de la racine. On la met à 90, le sens de gravité reste celui-ci. Et on prend des photos, la même cellule à différents temps, indiquées en bas à droite. Des expériences complémentaires ont permis de montrer que la localisation a une influence sur la distribution des hormones dans la racine. Ça, c'est quelque chose d'élément qui pourra peut-être vous poser question ou vous induire des nouvelles interrogations. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les amyloplastes, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'ils font? On voit qu'ils tombent, ils suivent la gravité finalement dans la cellule. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en bas de la cellule par rapport à la gravité. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce que ça peut nous poser comme question? Donc ce qu'on observe, c'est que les amyloplastes suivent la gravité. Donc là, pareil, je ne noterai pas forcément tout de manière rédigée, mais je ferai de la prise de notes, ce qui vous permet aussi de voir ce que vous pourriez faire dans votre brouillon. Suivent la gravité. D'accord? Donc hop, ils tombent. Ok. Donc du coup, question que ça pose, ou en tout cas idée, les amyloplastes sont les éléments qui renseignent la gravité pour la cellule. Du coup, ça, c'est les premières observations. Du coup, cette question-là, vous voyez que finalement, comment on peut faire pour y répondre? C'est les documents suivants. Dans les documents suivants, voilà, le doc 2 et le doc 3, on a fait des expériences sur ces cellules à amyloplastes. Alors déjà, dans le doc 3, ici, on a la localisation de cette zone à amyloplaste. Zone à amyloplaste, c'est dans la coiffe de la racine. Et je peux même dire que c'est au niveau central. D'accord? Elle est localisée ici en couleur. Ok, là vous avez la pointe, on a déjà vu cette racine. Les cellules méristématiques qui sont en arrière, là, dans cette zone. Et je vous avais dit, autour, il y a une coiffe qui protège, en l'occurrence, mais aussi elle a une particularité. Donc ces cellules centrales de la coiffe, c'est celles qui contiennent les amyloplastes. D'accord? Donc on peut penser que c'est elles qui permettent la détection de la gravité avec ce mouvement d'amyloplastes. Alors pour le savoir, pour tester cette hypothèse, il y a cette expérience-là du doc 2. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va regarder l'effet de la suppression des cellules à amyloplastes. Donc, on met dans une boîte de pétri, on vous dit, on détruit les cellules amyloplastes des racines et on place les plantes obtenues dans des boîtes de pétri représentées par un cercle. Donc ça, c'est une boîte de pétri. D'accord? Et on la place à la verticale, un peu comme TP qu'on a fait. On repère par un point vert ou rouge la direction de pousse de la racine. Le nombre indiqué dans chaque cadran indique le nombre de racines ayant poussé vers chacun de ces cadrans. Donc en gros, on met des graines à peine germées. Okay. Là, ici dans ce cas, cellules à amyloplastes intactes, on ne les a pas touchées. On les plante dans la boîte de pétri qu'on met à la verticale et on regarde vers où leur racine va pointer. Donc c'est les cadrans en fait. C'est pour indiquer la zone. Donc par exemple, il n'y a aucune racine qui allait vers ce cadran. Ni aucune vers ce cadran. Ni aucune vers ce cadran. On voit qu'il y en a 21 et 29 qui sont allés vers ce cadran. Donc vers le bas puisque le sens de la gravité, c'est celui-ci. D'accord ? Dans la deuxième expérience, la différence par rapport à la première, c'est quoi? C'est que cette fois, les amyloplastes sont détruits. Donc la zone ici, on l'a détruite. On met des racines dans tous les sens, d'accord? On met des graines, qui ont germé avec des racines dans tous les sens, et on regarde. Du coup, on voit bien, donc toujours la gravité dans ce sens, que là, vous avez des racines qui ont poussé dans tous les sens, certainement selon comment on a introduit la graine et planté la graine dans la boîte de pétri. D'accord? Donc là, on voit bien que avec les amyloplastes, toutes les graines germées vont aller en direction de ces cadrans-là qui correspondent finalement au sens de la gravité.
Alors que si on a enlevé l'amyloplasme et que pourtant la boîte est quand même soumise à la gravité puisqu'elle est droite elle aussi, là les racines ne suivent pas du tout le sens de la gravité, mais certainement continuent de pousser dans le sens où elles étaient introduites dans la boîte de pétri. Donc qu'est-ce qu'on va en déduire de ça? Donc ok, donc pousse, là on en déduit quoi? Que la croissance est influée par la gravité uniquement lorsque les amyloplastes sont intacts. Donc du coup, ça veut dire que cette zone, si je fais le lien entre les deux, la zone de la coiffe est indispensable à la détection de la gravité. Ok? Alors bien sûr que quand on rédige au propre une analyse, là j'ai juste mis l'idée, il va falloir expliquer. C'est-à-dire dire je remarque que dans cette expérience où on fait telle chose, je vois ça, j'en déduis ça, etc. Là, c'est mon brouillon, je note juste les faits, l'élément important qui me vient et qui me permet de répondre à la question. Après, dans ma rédaction, bien sûr que j'irai plus loin. Ok, donc là, en gros, on a le fait que les amyloplasmes, avec le doc précédent, bougent dans la cellule en fonction de la gravité. Donc ils vont indiquer le sens de la gravité et que à partir de cette modification, a priori, on va avoir une influence sur la croissance pour que la racine aille dans le sens de la gravité. Sans ces amyloplasmes, pas de variation de croissance, pas de modification du sens de la croissance, même s'il change la gravité. Donc là, la détection, je peux en déduire que cette détection, elle vient d'où? Elle vient de la variation de l'emplacement de ces amyloplasmes dans les cellules de la coiffe. Ok? Donc, dernier document qui travaille un peu là-dessus, c'est comment est-ce que ça va induire ensuite du coup une réponse. On vous dit que l'emploi d'inhibiteurs de canaux membranaires. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un canal membranaire? Donc, quand vous avez la membrane, d'accord, une double membrane, des fois vous avez des protéines qui s'enchâssent à travers cette membrane et qui ont comme fonction d'être des canaux. Des canaux membranaires. Qui dit canal dit qu'il y a des choses qui passent, soit qui rentrent, soit qui sortent. Ça va dépendre du canal, etc. Là, on ne vous dit rien. D'accord? Donc souvent, c'est des éléments du type des ions. Donc on vous dit ici que quand on empêche, inhibiteur, on l'a déjà vu ce mot, c'est qu'on utilise une molécule qui empêche le fonctionnement des canaux membranaires. Étirement dépendant, ça veut dire que qu'est-ce qui les fait s'ouvrir ou se fermer? C'est l'étirement de la membrane. D'accord? Et si on les bloque, elles suppriment le gravitropisme, c'est-à-dire cette capacité de la racine à croître dans un sens en lien avec la gravité. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça et par rapport à ce qu'on a vu avant? Donc, on a dit tout à l'heure que mes amyloplastes, ils suivent la gravité. Donc, on peut penser que quand ils tombent ici contre la membrane, et ben ça provoque un étirement de cette membrane, puisque du coup, on a une masse un peu plus importante contre cette membrane, et que du coup, cet étirement pourrait être la cause de l'ouverture ou de la fermeture, parce que finalement, on ne vous dit rien de plus dans le doc 4, mais en tout cas, cet étirement entraîne le fonctionnement de ces canaux, et ça pourrait être la raison pour laquelle ça déclenche une réponse de croissance. Ok? Donc là, finalement, on va avoir un nouveau problème qui va arriver, c'est du coup comment, à partir de ce mécanisme, j'ai une réponse au niveau de la zone d'élongation, puisque c'est une question de croissance. C'est-à-dire comment est-ce que dans la coiffe, j'ai un étirement de ces canaux par modification de l'emplacement des amyloplasmes, ça entraîne une réponse plus loin dans la zone d'élongation. Ça veut dire que notre hypothèse pourrait être qu'il existe un message qui passe de la coiffe vers la zone d'élongation. Donc là, ça, c'est ce que, quand j'évalue vos copies, je note si vous avez fait des transitions, c'est-à-dire s'il y a une logique de questionnement qui va s'afficher dans votre rédaction, ce qui montre
Quels sont les éléments constructifs que vous faites? Il existe un message passant de la coiffe vers la zone d'élongation. Voilà, je finis d'écrire racinaire, bien sûr, on est toujours dans la racine. Donc ça, c'est mon hypothèse que je vais aller tester dans ma deuxième partie. Donc là, je l'ai réécrit correctement. Comment le message de gravité est-il transformé en un message de croissance? Donc c'est petit 2, la deuxième partie de mon analyse de document, avec cette fois les mécanismes moléculaires de la croissance moléculaire. Vocabulaire. Oh, les mécanismes moléculaires de la croissance racinaire liés à la gravité. Donc là, vous allez de nouveau avoir d'autres documents. Donc c'est les docs 5, 6, 7 et 8 qui vont vous permettre de travailler sur cette partie. Donc le premier doc, c'est le 5, rôle de la coiffe dans l'élongation cellulaire. Alors on sait un petit peu puisque déjà avant, on vous a dit que c'était là que du coup, il y avait les amyloplasmes, mais ça va juste confirmer. Puis surtout, on va voir qu'est-ce que ça influence au niveau de la croissance de la racine. Donc ici, c'est l'étape de départ. On a la racine, la coiffe que vous avez là, et cette fois, en fait, on va supprimer d'un côté la coiffe. Donc là, on a bien la gravité qui est dans ce sens-là, d'accord? Et on n'enlève qu'une partie. En enlevant cette partie-là, je vois que ma coiffe, enfin que ma racine, pardon, elle tourne dans ce sens. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, d'accord, j'ai une diminution de l'élongation cellulaire. D'accord? C'est-à-dire, si ce côté et ce côté, si vous suivez bien l'image, hein, si ce côté et ce côté, les cellules grandissent de la même manière des deux côtés, la racine, elle va tout droit. D'accord? Pour tourner dans ce sens, il faut que les cellules de ce côté grandissent plus que les cellules de ce côté. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, la présence de la coiffe a entraîné une diminution de croissance ici, et l'absence de la coiffe a entraîné une augmentation de croissance ici. Alors déjà, on voit forcément que la coiffe, elle a un rôle dans cette croissance, et que pour tourner, d'accord, pour que la racine tourne à droite, à gauche, vers le bas, etc., il faut qu'il y ait un côté qui s'allonge plus que l'autre. Donc a priori, d'accord, si ma gravité, elle est comme ça, elle est comme ça, ma racine est comme ça, d'accord, à terme, il faut qu'elle tourne par là. Ok, donc à ce moment-là, si elle tourne par là, c'est que la zone du haut grandit plus et que la zone du bas grandit moins. C'est-à-dire là, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit, et comme ça grandit très peu là, bah, ça a tendance à tourner. Ok, donc on va essayer de comprendre comment finalement, là, il y a des éléments dans la coiffe qui, lorsqu'ils sont présents, vont réduire la croissance, et comment on peut faire varier cette différence de deux côtés de croissance. Donc là, il y a forcément un message qui doit être envoyé par la coiffe qui, a priori, va inhiber, ralentir la zone de croissance d'un côté et au contraire permettre d'accélérer, ou en tout cas différentiellement faire en sorte que l'autre partie continue de grandir. Ok ? Donc du coup, on peut poser une hypothèse qu'il y a une substance, il faut un message en tout cas, une substance qui va de la coiffe vers la zone d'élongation pour faire varier la croissance. Ok ? Donc ça, c'est ce qu'on va arriver à déterminer avec les derniers documents. Alors cette expérience, donc Shaw, Wilkins et Pillet, voilà comment ça marche. Donc là, vous avez ici les protocoles. Ici, c'est les protocoles. D'accord, cette ligne. Et cette ligne-là, c'est les résultats. Ok, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit à gauche, là, on place une barrière physique qui s'appelle une lame de mica, hein, un minéral, vous avez vu en géologie, entre la coiffe, qui est donc là, et la zone d'élongation qui est donc en arrière. Donc cette lame de mica sépare les deux. Ok ? Dans cette expérience-là, cette fois, la lame de mica, elle est au-dessus de la zone d'élongation. Donc a priori, la coiffe et la zone d'élongation ne sont pas séparées. Et puis là, on remet une lame de mica entre zone d'élongation et le bout de la racine, puisque là, la coiffe, elle est enlevée.
Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les résultats et qui vont nous permettre d'avancer notre problème? Donc, ici, quand je mis le mica... Alors, vous voyez qu'en plus, je ne l'ai pas mis complètement, je l'ai mis que d'un côté. Ok, ça a séparé la coiffe et la zone d'élongation. Je vois que la zone où, finalement, si on a une substance qui partirait d'ici et monterait vers la zone d'élongation, là, elle se retrouverait bloquée. D'accord? Alors que là, elle ne se retrouverait pas bloquée. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Et la gravité, elle est toujours droite. Hein. Ici, je mets mes racines droites. Je peux donc en déduire que là, a priori, j'ai une substance qui a été bloquée par la lame du mica. Du coup, là, vu que ça tourne dans ce sens, cette zone a plus grandi et cette zone a moins grandi. D'accord? Donc, a priori, il existe bien une substance qui part de la coiffe. Alors ça, qu'est-ce qui me permet d'être sûr? C'est le dernier document, puisque quand j'enlève la coiffe, là, j'ai rien du tout comme changement. D'accord? Donc c'est que j'ai ni influence d'un côté sur la croissance ni de l'autre. Donc là, l'absence de coiffe fait qu'il n'y a plus de substance. Ok? Ici, ma lame de mica, elle est après, donc ma zone d'élongation, elle est là. Et bien, a priori, la substance, elle a pu aller des deux côtés de la même manière. Donc c'est pour ça que la croissance, elle reste droite. D'accord? Donc c'est la première expérience qui va vraiment nous montrer que la substance, elle va être répartie de manière inégale à cause de la lame de mica qui empêche le passage de la substance de ce côté. Et du coup, ça va entraîner une croissance différenciée des deux côtés. Ici, moins de croissance, ici, plus. Donc déjà, on peut dire quoi? Qu'a priori, il y a une substance qui est produite par la coiffe. Ça, c'est explicable parce que le mica, en l'empêchant, a priori, ça empêche les substances de diffuser. C'est ce qu'on vous dit dans l'énoncé. Et donc, forcément, là, on l'a empêché. On voit bien qu'il y a une réaction. Donc, il y a bien une substance qui est produite par la coiffe. Et quel est le rôle de cette substance? On est quasi sûr. C'est que quand elle diffuse, elle va avoir tendance, puisque c'est ce côté qui diffuse, à inhiber la croissance de la zone d'élongation. Puisque je vois que c'est la partie qui tourne. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est l'autre côté. Et au contraire, son absence, apparemment, du coup, il n'y a pas d'inhibition et la partie grandit bien. Là, pas de problème. Pourquoi? Parce que les substances atteignent la zone d'élongation sans passer par la lame du mica. Là, rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coiffe, donc il n'y a pas de substance. Donc, on a une substance inhibitrice qui va entraîner une variation de croissance des deux côtés. Ok? Donc, si on continue, document 7, ici, c'est une expérience où on teste une molécule qui serait candidate comme étant la molécule entraînant cette variation de croissance. Donc comment on la teste? En fait, on a une racine qui est plantée dans le sens toujours de la gravité et on pose un bloc de gélose contenant, là il manque un petit N, de l'AIA, c'est son nom exact, enfin c'est un autre nom plus simple qui est l'auxine, qui est une phytohormone. Donc je vous rappelle que la racine phyto, c'est les plantes, donc une hormone de plante. D'accord? Ça, c'est un mot à connaître. Et l'auxine aussi. Donc l'auxine, c'est une phytohormone. On les a déjà vus quand on a parlé un petit peu des cultures in vitro. On vous dit aussi que la gélose permet la diffusion des molécules. Ouh, là aussi, il y a une petite faute. J'ai tapé. Désolée. Donc, je pose une bloc de gélose contre. Donc, ça veut dire que ça diffuse, ça veut dire que votre auxine, elle peut traverser et atteindre les cellules ici de la racine. Mais du coup, pas celle-ci, puisque elles sont à l'opposé. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que du coup, il y a bien un virage lors de la croissance de ma racine. Et selon ce virage, c'est que cette zone, celles qui sont en contact, ont moins grandi que cette zone. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va déduire de ça? C'est que l'AIA est une bonne molécule, une bonne candidate pour entraîner l'inhibition
de la croissance racinaire. D'accord ? Le dernier document permet en fait de valider cette idée, c'est-à-dire qu'ici on a un graphique schématique de l'effet dose-réponse, c'est-à-dire qu'on met des doses différentes d'auxine et on regarde la réponse sur l'élongation. Et on fait ça aussi bien sur les racines que sur les tiges. Alors on voit que au départ, voilà, on a une petite dose d'auxine va entraîner une petite augmentation de croissance de la racine. Par contre, plus on augmente la dose, plus on va avoir tendance à avoir une diminution. Donc pour la racine, l'auxine est inhibitrice de la croissance. Pour la racine. Par contre, on remarque quelque chose, même si c'est pas... Si c'est pas le sujet, donc c'est pas utile de l'écrire, mais dans la tige, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que plus j'ai d'auxine, plus l'élongation est importante. Donc au contraire, l'auxine serait, l'inverse de inhibitrice, c'est stimulatrice. Alors ça, par exemple, c'est pas intéressant pour répondre à la question de la gravitropisme, mais ça peut tout à fait être une piste pour l'ouverture dans une conclusion. Sur l'effet de la gravité, du gravitropisme ou de l'auxine sur l'élongation de la tige. Pourquoi pas. Alors voilà, on en a terminé. On va juste essayer de faire un petit débrief global. Si je récapitule, donc en fait, quand j'ai la gravité, d'accord, j'ai mes amyloplasmes qui tombent au fond de ma cellule. Ça entraîne le fonctionnement des canaux étirement dépendants. D'accord ? Et du coup, ça entraîne, et ça vous ne veut pas dire comment, mais voilà, la production d'auxine. D'accord ? Si ma cellule, elle est penchée dans l'autre sens, ça va entraîner là, d'accord ? Hop, étirement dépendant, production d'auxine, qui vont remonter vers la zone d'élongation. Donc là, je vais en produire plus. Et ça va inhiber la zone d'élongation qui est au-dessus. Ce qui veut dire, du coup, que la zone d'élongation qui est ici, là, par contre, j'ai pas de production d'auxine, ou en tout cas, moins. D'accord ? Donc, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de transfert de cette molécule. Donc, la zone d'élongation du dessus, elle n'est pas inhibée. Du coup, elle grandit plus et ça fait un mouvement de racine dans ce sens. Voilà. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions si nécessaire afin que vous ayez compris si jamais ce n'est pas le cas. Voilà, à bientôt.